La pityriasie rosée, une affection cutanée bien connue. Beaucoup de gens s'inquiètent en voyant ces signes. Mais de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui la provoque? Quels en sont les symptômes? Est-ce une maladie chronique, de longue durée? Ou bien est-ce juste une affection temporaire qui disparaît seule? Quand elle disparaît, laisse-t-elle des traces sur la peau? Est-elle contagieuse? Peut-elle se transmettre d'une personne à une autre? Quelles sont les étapes de traitement que les médecins recommandent en général? Et quels sont les conseils de soins les plus importants pour les personnes qui en souffrent? Restez avec moi, et expliquons tout cela avec des mots simples et clairs. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmaciste. Bienvenue dans un nouvel épisode de A à Z Derma. Pour commencer, voici les titres que nous allons aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous cherchez un sujet en particulier, vous pouvez revenir à la 2e minute de la vidéo. Mais si vous souhaitez tout savoir sur la pityriasie rosée, ou la rosacée, restez avec moi, de la première minute jusqu'à la toute dernière. Comme d'habitude, commençons par une vue d'ensemble rapide, parlons brièvement de cette affection, et découvrons quelques points clés. Premièrement, que signifie le mot pityriasie? Il fait référence à de fines squames ou pellicules, comme une poussière ou une poudre sur la peau. Cela nous indique que les taches qui apparaissent présenteront une desquamation très légère. Deuxièmement, que signifie rosée? Cela vient du mot rose ou fleur et fait référence à la couleur rose clair ou rosée de l'éruption cutanée. Troisièmement, quelle est la cause principale de cette maladie? En réalité, elle est considérée comme une affection auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire, qui nous protège normalement des bactéries, virus et parasites, devient parfois confus, et attaque par erreur le corps lui-même. Dans ce cas, il cible la peau, ce qui provoque les symptômes visibles. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune de la peau. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette réaction immunitaire? Pourquoi le système immunitaire attaque-t-il la peau? Première cause, après certaines infections, en particulier les infections respiratoires. Par exemple, une personne peut avoir une maladie virale légère, avec maux de gorge, nez qui coule ou toux légère. L'infection disparaît, puis 1 à 2 semaines plus tard, les signes de pityriasie rosée apparaissent. Deuxième cause, l'exposition au froid, une cause très fréquente, souvent plus marquée. Les saisons froides peuvent perturber les hormones et dérégler le système immunitaire, ce qui favorise l'apparition de la maladie. Troisième cause, certains médicaments. Par exemple, le métronidazole, l'acide clavulanique, ou l'isotrétinoïne, entre autres. Chez certaines personnes, le système immunitaire perçoit ces substances comme étrangères. Il commence à les attaquer, et attaque aussi la peau, entraînant les symptômes du pityriasie rosée. Quatrième cause, après certains vaccins. Par exemple, après les vaccins contre le HPV, le BCG ou la diphtérie, le système immunitaire peut être activé et surréagir, et encore une fois, attaquer la peau par erreur. Nous comprenons donc que, la maladie survient quand le système immunitaire dysfonctionne, souvent après une infection, le froid, un médicament ou un vaccin. Mais quels sont les signes cutanés du pityriasie rosée? Le premier signe, et le plus caractéristique, est l'apparition d'une grande tache isolée. On l'appelle souvent tache annonciatrice ou médaillon initial. Elle mesure généralement entre 3 et 10 cm de diamètre, de forme ovale ou ronde. Elle est rose au centre, avec un bord rouge plus foncé. Elle apparaît sur le haut du torse, le dos ou l'abdomen, souvent entre le cou et la taille. Sa surface présente de fines squames sèches, une desquamation légère, comme une fine poussière. D'où le nom. Environ 2 semaines plus tard, de petites taches commencent à apparaître, de forme similaire mais plus petites, environ 0,5 à 1 cm. Elles se répandent sur le haut et le bas du corps. Mais retenez bien ce point important, ces petites taches n'apparaissent ni sur le visage, ni sur le cuir chevelu, ni sur les paumes, ni sur les plantes des pieds. Donc, si vous voyez des taches dans ces zones, il peut s'agir d'un autre diagnostic. Autre point important à savoir,
Oui, la maladie commence généralement par la tache annonciatrice, et environ 75% des cas suivent ce schéma. Cependant, cette tache peut être si discrète que le patient ne la remarque même pas, et ne consulte qu'après l'apparition des autres taches. Ensuite, cette maladie guérit-elle spontanément? Oui, dans la majorité des cas, elle disparaît d'elle-même. En général, les symptômes s'estompent en 6 à 8 semaines, sans aucun traitement. Mais dans certains cas, elle peut durer plus longtemps, parfois 3 à 6 mois. Et dans de rares cas, elle peut réapparaître, cela peut se produire une fois par an ou plus, surtout au printemps ou en automne. Voilà le comportement habituel de cette affection cutanée, et maintenant, vous comprenez clairement les bases du pityriasis rosée. Deuxième titre, et c'est un point très important, quelles sont les affections cutanées les plus souvent confondues avec la pityriasis rosée? Il existe 2 maladies très courantes qui peuvent lui ressembler. La première est un type de psoriasis appelé psoriasis en gouttes. Il s'agit d'une forme particulière de psoriasis qui survient souvent chez les enfants, généralement après une infection respiratoire. Et c'est la première maladie qui peut ressembler à la pityriasis rosée. Le psoriasis en gouttes apparaît souvent sur le thorax ou le dos, des zones également touchées par la pityriasis rosée. Le mot guttate signifie en réalité en forme de goutte, car les lésions apparaissent sous forme de petites taches en forme de larmes sur la peau. Par leur apparence, ces taches peuvent ressembler de très près à celles du pityriasis rosée. Mais faites bien attention. Le psoriasis en gouttes se manifeste généralement par des plaques petites, dures et en forme de gouttes. Et il apparaît de façon soudaine, bien qu'il soit rare au printemps ou en automne, tout comme la pityriasis rosée. Alors, comment faire la différence? Premier indice, et le plus important. Touchez la lésion pour évaluer sa texture. Dans le psoriasis en gouttes, la plaque est rugueuse, épaisse et squameuse. Mais dans la pityriasis rosée, la desquamation est très fine et légère, pas épaisse au toucher. Deuxième indice. Dans la pityriasis rosée, on observe souvent une grande tache initiale, la tache annonciatrice, suivie de taches plus petites. Cette grande lésion n'apparaît pas dans le psoriasis en gouttes. Troisième indice. Les plaques de psoriasis en gouttes sont généralement dures et épaisses. Alors que dans la pityriasis rosée, la desquamation est légère et discrète. Cependant, prudence. Dans certains cas légers de psoriasis, les squames peuvent également paraître fines. Donc ce point à lui seul ne suffit pas à poser un diagnostic. En se basant sur ces 3 éléments principaux, on peut généralement distinguer entre psoriasis en gouttes et pityriasis rosée. Mais s'il subsiste un doute? Dans ce cas, on procède à une biopsie cutanée. On prélève un petit échantillon de la zone touchée, qu'on examine au microscope. C'est ce qu'on appelle un examen histopathologique, qui permet de déterminer clairement s'il s'agit d'un psoriasis ou d'un pityriasis. La deuxième affection qui peut être facilement confondue avec la pityriasis est la teigne du corps, une infection fongique de la peau. Comme mentionné précédemment, la teigne peut prendre plusieurs formes. Celle qui touche la surface du corps s'appelle tinea corporis, et elle se manifeste souvent par des lésions circulaires ou en forme d'anneau, qui peuvent ressembler à celles de la pityriasis rosée. Comment les distinguer? Voici 4 ou 5 indices simples qui permettent de les différencier facilement. Premier indice, regardez les antécédents du patient. Dans la pityriasis, on trouve souvent une infection virale récente, une vaccination ou une prise de médicaments. Mais avec la teigne, les causes sont différentes. Il existe 3 modes de transmission principaux. 1. Contact direct avec une personne infectée. 2. Contact avec des animaux, comme les chats, chiens, vaches ou moutons. 3. Auto-inoculation, c'est-à-dire la propagation de l'infection d'une partie du corps à une autre, comme des orteils vers la poitrine. Deuxième indice, observez le centre de la lésion. Dans les 2 cas, l'éruption commence au centre, mais dans la teigne, elle s'étend lentement vers l'extérieur, alors que dans la pityriasis rosée, la forme reste généralement stable. Troisième indice. Avec le temps, le centre d'une lésion de teigne s'éclaircit, c'est ce qu'on appelle une résolution centrale, laissant une bordure rouge et surélevée. Mais dans la pityriasis, le centre reste généralement uniforme, sans éclaircissement. Quatrième indice,
La teigne peut se manifester par une, deux ou plusieurs lésions, tout comme la pityriasie. Mais au fil du temps, les lésions de teigne peuvent fusionner, formant des plaques plus grandes. Cette fusion et cette extension ne se produisent pas dans la pityriasie, ces lésions gardent leur taille et leur nombre. Cinquième indice, examinez les bords de la lésion. Dans la teigne, le bord est souvent surélevé, squameux et bien défini, avec parfois des démangeaisons ou une irritation, c'est une réaction fongique classique. Dans la pityriasie, le bord est également visible, mais il est moins en relief et moins réactif que dans les infections fongiques. Sixième indice, dans la pityriasie rosée, on observe souvent une tache annonciatrice en premier, une lésion unique et large, suivie de petites taches. Ce schéma n'existe pas dans les infections à teigne, quelle que soit la taille ou le nombre de lésions, la teigne suit toujours une évolution de type fongique. Vous avez encore un doute? Pas de problème. La solution la plus simple consiste à prélever un échantillon de la lésion cutanée, et à l'examiner au microscope à l'aide d'un test fongique, préparation au co. Si des éléments fongiques sont présents, c'est une teigne. S'ils sont absents, le diagnostic penche plutôt vers la pityriasie rosée. Troisième titre, et l'avant-dernier, quelles sont les étapes pour traiter la pityriasie rosée? En réalité, nous avons deux scénarios principaux. Premier scénario, si l'affection est encore à un stade précoce, et que tout se passe normalement, on commence par les étapes de traitement de base, et la peau répond généralement très bien. Deuxième scénario, si ces mesures simples ne donnent pas de résultat, ou si les symptômes disparaissent puis réapparaissent, cela signifie souvent que nous sommes face à un cas résistant, et il faut alors passer à des options de traitement plus avancées. Voyons tout cela dans l'ordre. Étape 1, traitement de base. Nous commençons par trois mesures essentielles. 1. Hydratation et soins de la peau, cela consiste à utiliser des nettoyants sans parfum ou des savons doux. La marque n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que le produit soit sans parfum et adapté aux peaux sensibles. Lors du lavage, il faut éviter les gants rugueux, ils peuvent irriter la peau. Et pour le séchage, tamponnez doucement au lieu de frotter. Après le séchage, appliquez une lotion hydratante sans parfum, toujours adaptée aux peaux sensibles. Pourquoi insistons-nous sur le sans parfum? Parce que les parfums peuvent aggraver les irritations, surtout sur une peau inflammée. Quel est le rôle des hydratants ici? L'hydratation accélère la réparation des tissus et la régénération cutanée. Elle aide aussi à prévenir une décoloration de la peau après la guérison de l'éruption, un phénomène appelé hyperpigmentation post-inflammatoire, PIE. Cela signifie qu'après l'inflammation, la peau peut changer de couleur, en devenant plus foncée ou plus claire qu'avant. Pourquoi cela arrive-t-il? Puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune, le système immunitaire peut affecter les mélanocytes, soit en les suractivant, taches foncées, soit en les détruisant, zones plus claires. C'est pourquoi maintenir une bonne hydratation durant la guérison est essentiel. 2. Corticoïdes topiques, crème ou solution stéroïdienne. Il existe plusieurs formes de corticoïdes topiques, comme le bêta-méthasone, l'hydrocortisone ou le mométhasone. Si vous utilisez une solution, elle peut être mélangée à une lotion. Utilisez environ 15 ml de corticoïdes pour 200 à 250 ml de lotion. Avertissement important, les corticoïdes topiques ne doivent pas être utilisés plus d'un mois sans avis médical. Une utilisation prolongée peut provoquer des effets secondaires comme un amincissement de la peau, atrophie, l'apparition de petits vaisseaux visibles, des changements de pigmentation, une pilosité excessive, une immunité locale affaiblie. Alors, à quoi servent les corticoïdes? Ils réduisent l'activité excessive du système immunitaire, ce qui est la cause de fond dans les maladies auto-immunes comme celle-ci. Vous avez peur des corticoïdes? Vous pouvez utiliser une lotion à la calamine à la place. Elle apaise, réduit les démangeaisons et calme l'inflammation. Mais la calamine peut assécher la peau, donc il vaut mieux choisir des formules récentes qui combinent calamine et agents hydratants. Cependant, dans la plupart des cas, les corticoïdes topiques restent les plus efficaces. Appliquez-les 1 à 2 fois par jour, surtout après le bain et le séchage. 3. Antihistaminiques, ils servent à soulager les démangeaisons. Vous pouvez donner un antihistaminique non sédatif le matin, de 2e ou 3e génération, afin que la personne reste active sans somnolence.
Le soir, on peut utiliser un antihistaminique de première génération pour améliorer le sommeil. Et si le traitement de base fonctionne, mais que la maladie revient, ou ne s'améliore pas? Dans ce cas, le patient doit consulter un dermatologue, car il s'agit maintenant d'un cas résistant. Étape 2, option avancée pour les cas résistants. Le dermatologue dispose ici de 3 principales options. 1. Photothérapie, traitement par lumière UV. Des séances d'UVB peuvent être utilisées pour moduler le système immunitaire au niveau de la peau. Étant donné que la maladie est auto-immune, la lumière UV peut freiner l'attaque immunitaire locale. Mais attention, la photothérapie n'agit que sur les zones traitées. Les zones non exposées peuvent encore développer de nouvelles lésions. Autre inconvénient, après photothérapie, de nombreux patients développent une pigmentation marquée sur les zones traitées, donc cette méthode n'est pas utilisée en première intention, uniquement dans les cas résistants. 2. Corticoïdes oraux, cette approche est généralement déconseillée. Même si la cortisone par voie orale supprime l'immunité, elle peut provoquer un effet rebond, avec aggravation après arrêt du traitement des troubles de la pigmentation et d'autres effets secondaires généraux. Donc, même si cela semble logique, on évite les corticoïdes par voie orale dans cette affection. 3. Traitement antiviral, certains dermatologues, et certains ouvrages médicaux, recommandent ce traitement dans certains cas. Il n'est utile que si la maladie débute juste après une infection virale respiratoire, ce qui est l'un des déclencheurs connus de la pityriasie rosée. Dans ce cas, un médicament antiviral comme la cyclovir peut être prescrit, généralement 800 mg à 1 g toutes les 5 heures, pendant environ une semaine. Mais attention, les antiviraux ne sont efficaces que s'ils sont commencés dans la première semaine de l'éruption cutanée. Ils peuvent stopper la propagation, réduire l'intensité de l'éruption, et prévenir les troubles pigmentaires post-inflammatoires à long terme. Quelle que soit l'option avancée choisie par le médecin, les soins de base, lavage doux, hydratation, éviter les parfums, corticoïdes ou calamines si nécessaire, doivent toujours être poursuivis tout au long du traitement. Quatrième sujet, quelles sont les consignes les plus importantes que le dermatologue doit donner à un patient atteint de pityriasie rosée? Nous avons 4 ou 5 recommandations simples, mais extrêmement importantes. Passons-les en revue, une par une. Première consigne, le patient doit comprendre que la pityriasie rosée est une maladie auto-limitée. Cela signifie qu'elle disparaît d'elle-même, sans nécessité de traitement agressif. Comme nous l'avons mentionné, l'éruption dure généralement entre 6 à 8 semaines. Alors pourquoi donner un traitement? Pour accélérer la guérison, soulager l'inconfort, et prévenir les marques sombres ou les lésions cutanées après l'éruption. Deuxième consigne, le patient doit savoir que cette affection peut disparaître, puis revenir plus tard. Cette récurrence est normale, et dans la majorité des cas, elle survient au printemps ou en automne. Il est important de rassurer le patient, c'est un phénomène attendu, non dangereux. Troisième consigne, il faut être clair, cette maladie n'est pas contagieuse. La personne peut mener une vie normale, elle n'a pas besoin de s'isoler, ni de laver ses vêtements séparément. Il n'y a aucun risque pour la famille, les enfants ou le conjoint. Si une autre infection apparaît, il s'agit probablement d'une affection secondaire, pas du pityriasie rosée lui-même. Quatrième consigne, évitez de gratter ou de peler la peau avec les ongles. Pourquoi? Car cela peut entraîner des lésions cutanées, une hyperpigmentation, voire des infections bactériennes secondaires, surtout à cause des microbes présents sous les ongles. C'est pourquoi il faut couper les ongles régulièrement. Évitez de toucher ou de gratter les plaques. Portez des vêtements doux, amples et respirants pour limiter les frottements. Cinquième consigne, évitez tout ce qui peut irriter la peau ou favoriser la croissance bactérienne, comme les vêtements épais ou serrés, les crèmes parfumées ou lotions avec alcool. Une exposition excessive au soleil ou à la chaleur, qui augmente la transpiration et l'irritation. Les savons parfumés ou produits chimiques agressifs. Il vaut mieux utiliser des produits doux, sans parfum, comme expliqué dans la section sur le traitement. Sixième et dernière consigne, il existe de nombreux sites web et rumeurs qui évoquent des aliments soi-disant responsables ou capables de guérir la pityriasie rosée. Mais en réalité, il n'existe aucune preuve scientifique pour cela. Aucun aliment précis ne déclenche ni ne soigne cette maladie. Le patient peut manger normalement, mais, comme pour toute bonne santé,
une alimentation équilibrée reste préférable. Avec ces consignes, le patient sera informé, rassuré, et pourra gérer sa maladie en toute confiance, sans peur inutile, ni confusion. Cinquième et dernier point de l'épisode d'aujourd'hui, avec quel patient le pharmacien ne doit-il jamais commencer un traitement, même pas avec des médicaments simples? Ce sont ce qu'on appelle des cas à drapeau rouge, et il est très important de les éviter complètement, sauf si l'on est spécialiste. Voyons les deux exemples les plus importants. Premier cas, les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que la pityriasie rosée n'est pas une simple éruption cutanée pendant la grossesse. Certains médicaments, même les plus légers, peuvent atteindre l'utérus, et provoquer des contractions utérines, ce qui peut entraîner des saignements, voire une fausse couche, dans de rares cas. C'est pourquoi, pendant la grossesse, ce cas ne doit être géré qu'avec l'aide de un dermatologue et un gynécologue obstétricien, travaillant ensemble. Ne jamais traiter seul ce cas, peu importe à quel point il semble bénin. Deuxième cas, les personnes immunodéprimées. Toute personne souffrant de maladies auto-immunes ou de dépression immunitaire, on ne commence pas le traitement de la pityriasie rosée sans une évaluation médicale complète. Pourquoi? Parce que la pityriasie rosée peut sembler simple. Mais si le patient est déjà immunodéprimé, cela peut se compliquer. De qui parlons-nous exactement? Une personne ayant eu une greffe, cœur, rein, foie, etc., une personne prenant des médicaments immunosuppresseurs ou atteinte d'une maladie auto-immune connue, comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, ou toute personne sous corticothérapie à long terme. Chez ces patients, l'éruption cutanée peut ressembler à une pityriasie rosée. Mais il peut en réalité s'agir d'une maladie bien plus grave. Ces patients doivent être orientés immédiatement vers un dermatologue. Et voilà, nous avons terminé notre discussion complète sur la pityriasie rosée. J'espère que les informations d'aujourd'hui vous ont été utiles et claires, et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre cette affection souvent mal interprétée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, et partagez l'épisode avec vos amis. Votre soutien nous aide à grandir. Et si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à nous soutenir via Patreon, PayPal ou directement sur YouTube. À très bientôt, bonne soirée et prenez soin de vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous êtes sur la chaîne Octopus Pharmacist, from A to Z Derma.